l'intersectionnalité? Je pense que ce mot est très, très important et a une valeur capitale, surtout lorsqu'on parle de l'égalité du genre et aussi de l'autonomisation des femmes. Donc, l'intersectionnalité, en résumé, c'est la façon dont les multiples identités et donc les déterminants agissent dans toutes les formes de la vie d'une personne et qui peuvent contribuer soit à son épanouissement ou alors à son oppression. Je veux parler ici de la culture, du niveau d'éducation, du niveau socio-économique donc de la personne ou alors de l'entité à laquelle il vient, de sa religion, même ça va jusqu'au-delà même de l'orientation sexuelle ou alors l'identité du genre de la personne. Donc c'est tout ceci qui contribue à mettre en place un environnement qui pourrait être favorable ou défavorable donc à l'épanouissement de la femme. Alors le mot a été inventé par une avocate américaine noire du nom de Kimberly Crenshaw et qui s'est inspirée des mouvements féministes aux États-Unis et qui s'est retrouvée dans des situations où il y avait une intersectionnalité justement entre le fait qu'elle soit femme ne la définissait pas seulement, mais en plus, il y avait au fait que ce soit aussi une femme noire, donc il y avait toujours une certaine discrimination. C'est comme si, en anglais, on dit ça layer, c'est comme s'il y avait des strates au niveau de la discrimination selon l'entité à laquelle la personne appartient. Alors, lorsqu'il s'agit justement de lutter contre les violences basées sur le genre, il est très important d'avoir cette notion d'intersectionnalité parce que c'est comme ça qu'on peut agir à tous les niveaux justement pour pouvoir essayer de corriger les lacunes, mais aussi de pouvoir peut-être valoriser la femme. Parce qu'il faut savoir que dans l'écosystème où la femme ou la jeune fille évolue, elle est liée déjà à sa culture, à son environnement et autres choses, autres déterminants que j'ai déjà mentionnés. Donc, il faut toujours la recadrer dans ce contexte-là pour pouvoir essayer d'avancer avec elle, mais aussi de respecter les normes sociales qui sont en faveur, bien sûr, de l'émancipation de la femme. Parce que c'est vrai que nous vivons dans le contexte africain dans une société nettement patriarcale, mais il faut aussi reconnaître que dans cette société, il y a des personnes, il y a des champions qui sont de notre côté et qui sont ces hommes et sans lesquels on ne peut pas, par exemple, parler d'égalité de genre. Parce que quand on parle d'égalité, c'est vraiment être pris de la même façon, que ce soit en termes de droit, que ce soit en termes de vie normale et vie commune. Et c'est pour cela que, par exemple, dans le nouveau design des projets, il est toujours recommandé de prendre en considération donc cette dimension culturelle, sociale, mais aussi cette intersectionnalité pour pouvoir mieux supporter les femmes afin qu'elles puissent bénéficier donc au même niveau que les hommes des bienfaits que ce soit de l'éducation, l'accès à l'éducation ou l'accès aux services de santé de qualité. Donc, je vais juste m'arrêter là pour aussi voir si mes collègues ont d'autres points à ajouter. Merci beaucoup, Dr. Baldé, pour vos clarifications. Monsieur Koulibaly, nous voulons avoir votre avis sur la question. Merci bien, merci bien. Je pense que cette première question est fondamentale, comme l'a dit Dr. Baldé, un thème assez intéressant sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Mais en termes de définition, je peux rebondir sur la dernière partie donnée par Dr. Baldé sur l'engagement des hommes et des garçons. On dit souvent qu'on ne peut pas avoir d'intersectionnalité réussie si nous n'avons pas, n'est-ce pas, des masculinités positives qui soient assurées et aussi si nous n'avons pas de féminité positive assurée. Donc, cela va dans ce qu'on appelle la synchronisation des genres. Et ces deux dimensions-là abordées ensemble nous permettent donc d'avoir, n'est-ce pas, cette compréhension de ces multiples dimensions de l'intersectionnalité abordées par Dr. Baldé. Et je dirais aussi que si nous nous référons, n'est-ce pas, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment le pacte international
sur les droits économiques, sociaux et culturels, et dont j'en ai fait une spécialité. Je pense que nous nous référons dans le cas de l'intersectionnalité à la question des droits culturels. Et à ce niveau, il faut reconnaître que les droits culturels protègent les droits de chacun individuellement ou collectivement, ainsi que les droits des groupes qui soient vulnérables, de développer, d'exprimer leur humanité et de faire en sorte que par l'intermédiaire, entre autres, de leurs valeurs, de leurs croyances, de leurs convictions, de leur langue, de leurs connaissances, ces personnes-là puissent vraiment exprimer à travers leur culture, à travers leur, disons, patrimoine culturel, l'ensemble des modes de vie qui puissent faire en sorte qu'on puisse, dans une société, en harmonie et que chacun puisse trouver sa place dans le bien-être que nous recherchons. La deuxième dimension que je pourrais partager avec Dr Baldé, c'est la dimension, n'est-ce pas, historique de ces concepts. Bien entendu, elle a dit que c'est un concept américain à la base, qui après s'est retrouvé aux côtés européens, avec des dimensions un peu plus prises sous l'angle, n'est-ce pas, de la participation, n'est-ce pas, des femmes au processus de décision. Mais je pourrais dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, en tant qu'Africaines, il est de notre devoir donc de pouvoir aborder notre propre conception, notre propre compréhension et notre propre, n'est-ce pas, africanisation de cette thématique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question abordée des différentes cultures, Batonga venant du Bénin, Dr Baldé venant de la Guinée, moi je viens du Mali, avec, n'est-ce pas, cette diversité culturelle d'origine, nous avons la capacité donc de pouvoir donc échanger et aborder ces questions de manière spécifique. Et enfin, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, la dimension aujourd'hui de prise en compte des questions de jeunesse font partie aujourd'hui de nos réflexions en matière d'intersectionnalité. Et nous sommes très heureux d'avoir notre jeune sœur Kadiata ici pour apporter, je pense que c'est une là qui va donc intégrer, n'est-ce pas, l'ensemble des aspects déjà abordés par Dr Baldé et moi-même. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly, pour les précisions apportées. Madame Diallo, on aimerait aussi avoir votre avis sur la question. Merci. D'accord. Merci, Rachidatou. Merci, Dr Baldé, Dr Coulibaly. Comme je le disais à l'entame, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ce panel avec vous, ce webinaire avec vous. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que Dr Baldé et Dr Coulibaly ont presque tout dit. Mais voilà, c'est pour juste enchérir. Moi, je vais essayer de vous donner juste un petit résumé sur le mot intersectionnalité. Genre de manière très brève, c'est quoi l'intersectionnalité? Alors, vous devez retenir avec moi, c'est-à-dire en plus de tout ce que mes co-panélistes ont dit, que l'intersectionnalité est en résumé un cadre ici permettant de comprendre l'oppression. Je me répète, l'intersectionnalité est en résumé un cadre permettant de comprendre l'oppression. Simple. Au fait, je me suis basée sur cette définition parce que je pense qu'elle est très simple et sa compréhension, elle l'est également au fait. Si, par exemple, nous fions sur cette définition, c'est-à-dire, je vous ai dit que c'est un cadre qui nous permet ici de comprendre l'oppression. L'oppression, c'est quoi? C'est la domination. Si, grâce à l'intersectionnalité, nous sommes capables ici de détecter, de savoir le genre de discrimination ou d'oppression auquel nous faisons face. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Je peux continuer? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais, l'intersectionnalité nous permet tout simplement d'identifier, au fait, d'identifier avec certitude le genre de discrimination auquel nous avons affaire. Ça peut être, au fait, grâce à l'intersectionnalité, nous pouvons dire si c'est une discrimination raciale, si c'est une discrimination sociale, etc., etc. Donc, l'intersectionnalité est mise en place pour pouvoir ici... Oui? C'est bon? Oui, allez-y. Madame Diallo, on vous écoute. Voilà.
Donc, ça, c'était un peu la définition. C'était juste pour enchérir ce que mes co-panélistes ont dit. Maintenant, concernant son importance, retenez avec moi que l'intersectionnalité a une importance capitale, comme l'a dit Dr Baldé. Et quand nous prenons au niveau de la société, retenez que l'intersectionnalité a une importance, c'est-à-dire son importance dans la société réside dans sa capacité à remettre ici en question les approches simplicites et unidimensionnelles de la discrimination. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, elle met ici en évidence le fait que la discrimination et l'exclusion ne sont pas simples et ne peuvent être résolues ici en se concentrant seulement sur un seul problème. C'est-à-dire, si nous prenons les deux thématiques-là sur lesquelles je me suis axée, la discrimination et l'exclusion, selon l'intersectionnalité, ça, ce sont des thématiques qui sont graves, au fait. Elles sont tellement graves que nous ne devons pas seulement se fier sur un seul côté pour pouvoir ici les résoudre. Et pour pouvoir mettre fin à ces deux phénomènes, il faudrait aller de l'origine, c'est-à-dire il faudrait se poser certaines questions, telles que qu'est-ce qui cause cela? Quelles sont les causes de la discrimination? Qu'est-ce qui provoque la discrimination? Qu'est-ce qui engendre la discrimination? Pourquoi nous avons la discrimination, au fait? Donc, il faudrait partir de tous ces aspects-là pour pouvoir ici répondre exactement, c'est-à-dire vous trouver le vrai problème afin de proposer des solutions. Donc, voilà, pour ne pas trop mâcher sur le temps, je vais me limiter ici, espérant qu'on donnera plus de détails avec les autres points qui suivent. Merci. Merci beaucoup, Madame Diallo. Et si on comprend bien, l'intersectionnalité permet d'analyser les différentes formes d'oppression et les hiérarchies de pouvoir. En plus du genre, elle prend en compte plusieurs facteurs socio-démographiques et elle examine comment ces facteurs peuvent interagir de façon simultanée. Alors, elle est très importante parce qu'elle permet de mieux comprendre les inégalités auxquelles les différents groupes sont confrontés et comment apporter des solutions à ces différents problèmes tout en prenant en compte la complexité de ces schémas d'oppression et d'identité. Alors, merci beaucoup, chers panélistes. La deuxième question va à l'endroit de M. Coulibaly. Et quels sont les effets de la discrimination basée sur le genre, sur la participation et la réussite scolaire des filles en Afrique francophone? Merci bien pour cette question, aussi spéciale comme la première. Je dirais d'abord que l'égalité des genres est une priorité mondiale et aussi une priorité du continent africain, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone en général. Alors, donc, je pourrais dire qu'aujourd'hui, malgré les nombreux progrès réalisés en termes de scolarisation des filles, il y a encore vraiment des différents écarts qui existent. Et dans le monde aujourd'hui, l'UNESCO dit qu'il y a environ 118 millions de jeunes filles et plus de 125 millions de jeunes garçons qui ont des problèmes d'accès à la scolarisation. Et ça, c'est un chiffre énorme. Je n'ai pas les chiffres africains précisément mais, de ces dernières années, mais je pense que d'ici en 2015 déjà, nous avions environ 78 millions, n'est-ce pas, de jeunes filles qui n'ont pas accès vraiment à la scolarisation. Et ça, c'est encore un chiffre assez énorme. Quand on sait aujourd'hui que les femmes représentent environ 51% de la population du continent et que toutes ces discriminations auxquelles elles font face depuis avant leur naissance, pendant leur naissance et après leur naissance, nous sommes en droit de nous poser des questions importantes. Alors, on pourrait ajouter encore en termes de statistiques pour dire qu'aujourd'hui, les femmes représentent encore 2/3 des personnes, des adultes qui ne savent pas lire dans le monde. Et ça, c'est un chiffre assez important et qui nous interpelle tous en tant qu'hommes et femmes d'État et que nous devons changer toutes ces discriminations. Et les effets aussi pervers, c'est que on est dans une société aujourd'hui où la compréhension mutuelle, où la coopération interculturelle devient délicate parce que ces femmes-là,
qui sont exclus du système éducatif. Et aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas seulement la scolarisation. L'enjeu, c'est le maintien des filles à l'école au-delà de l'école fondamentale. Je dirais peut-être du premier cycle de l'école fondamentale. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce que cela a comme effet? Premièrement, je pense que le premier effet, c'est un effet en termes d'économie, en termes économiques. Et aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui le gap d'accès des femmes, n'est-ce pas, aux ressources financières pour pouvoir développer leur entreprise, est environ 45 milliards, n'est-ce pas, de dollars à travers le monde et que l'Afrique représente au moins la moitié. Et comment est-ce qu'on peut exclure la moitié, n'est-ce pas, de l'humanité de la production économique? Aujourd'hui, en Afrique, on importe environ plus de 50 milliards de dollars de produits alimentaires. Et nous savons qu'aujourd'hui, les femmes représentent environ 70% de la main-d'œuvre agricole africaine. Alors, comment on peut produire, comment on peut augmenter notre productivité lorsque les filles n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès à la scolarisation, n'ont pas accès à la formation professionnelle pour leur permettre donc de participer, n'est-ce pas, à la vie économique. Donc ça, c'est un premier enjeu pour moi et un effet aujourd'hui que je sens sur le plan économique. Et sur le plan des violences faites aux femmes et aux filles, en particulier les violences basées sur le genre, la discrimination que nous vivons aujourd'hui et toutes les questions de scolarisation font que les filles n'ont pas accès à la connaissance de leurs droits. On en parlera peut-être plus tard en détail, c'est le protocole de Maputo, où qui donne aux femmes et aux filles l'ensemble des droits qui leur permettent donc de s'épanouir, d'être autonomes. Donc, le fait de ne pas avoir accès à cette scolarisation réussie et durable, comment est-ce que vous pouvez avoir des sociétés moins violentes? Donc, pour moi, je pense que ça, c'est un deuxième effet qui fait que les violences s'accentuent de manière très, très poussée sur le continent africain. Le troisième effet, c'est vraiment l'effet sur les questions de leadership. Aujourd'hui, nous avons dans nos parlements à peu près, je dirais par exemple le Mali, le dernier parlement qui a été dissous, nous avons environ, disons, environ maximum 30% de femmes dans le Parlement. Donc, les femmes qui n'ont pas la possibilité de participer à la décision, elles ne pourraient pas améliorer les politiques publiques en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de production économique, en matière même de bien-être, n'est-ce pas, qui leur permettrait donc de pouvoir être actives, de pouvoir changer l'ensemble des formes de discrimination auxquelles elles font face. Donc, je pense qu'en nous basant que sur ces trois aspects, nous pensons qu'aujourd'hui, l'éducation doit être un moyen essentiel en termes d'accès, en termes d'éducation, en termes de, n'est-ce pas, de promotion des contenus qui protègent les femmes et les filles et qui protègent aussi les hommes et les garçons pour que nous puissions avoir une société plus harmonieuse et plus en paix avec elle-même. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly. Docteur Baldé, nous voulons vous entendre sur la question. Merci beaucoup, Rachida. C'est toujours un plaisir de partager le panel avec M. Coulibaly parce que vraiment, comme je dis, vous voyez que c'est un champion du genre, même à travers ce qu'il a dit. En fait, je pense qu'il a de façon globale résumé tout ce que j'aurais dû dire, mais cependant, je voudrais juste peut-être de façon beaucoup plus spécifique. C'est vrai qu'il a donné le décor high level de tout ce qu'il y a en termes au niveau global et au niveau mondial et comment cela vraiment se traduit et les conséquences que cela pourrait avoir, par exemple, au niveau local et au niveau de nos communautés. Par exemple, il faut savoir effectivement que nous avons hérité de certains aspects de notre culture qui ne sont pas toujours en faveur, par exemple, à l'émancipation des femmes et qui contribuent à perpétrer ces violences basées sur le genre, parce qu'il faut savoir, lorsqu'une femme est bien éduquée, elle peut quand même, et elle connaît bien ses droits, elle peut bien se défendre, ou alors elle peut au moins demander les services qui lui lorsqu'elle en a besoin. Par exemple, lorsque vous prenez les jeunes filles, et surtout dans nos communautés, elles sont victimes du mariage précoce, par exemple, souvent. Et ça, c'est un facteur qui enfreint, par exemple, à poursuivre leur éducation vers un niveau supérieur, les études supérieures, par exemple. Il faut parler aussi des grossesses qui ne sont pas planifiées. Et ces grossesses aussi, souvent, est un handicap
à la jeune fille surtout de poursuivre ses études et avoir un leadership qui pourrait peut-être lui permettre d'occuper un certain niveau de poste ou alors accéder à des postes de prise de décision. Et il faut voir que, par exemple, même certaines personnes sont discriminés juste parce que, à cause de l'hygiène menstruelle. Et c'est pour ça que, par exemple, que ce soit les programmes que nous mettons en œuvre, par exemple, que ce soit avec Plan International, que ce soit avec Save the Children, nous essayons toujours de nous assurer que, par exemple, les filles qui sont à l'école restent à l'école. Et pour ce faire, il y a beaucoup d'autres aspects dont il faut prendre en considération, par exemple, la gestion de l'hygiène menstruelle, par exemple, la sensibilisation au niveau des parents, mais aussi au niveau comment dirais-je, des personnes, des éducateurs, des enseignants, juste pour s'assurer que les jeunes filles, par exemple, bénéficient d'un environnement sain et d'un espace sain où elles peuvent s'épanouir. Par exemple, le champion du changement que Plan a développé, j'ai particulièrement développé ce curriculum et je pense que ceci fait la différence dans les communautés où elles sont mises en pratiques sont mises en œuvre. Je pense que c'est très, très important d'avoir cette vue d'ensemble. Donc, en résumé, la discrimination devrait être revue de la manière, d'abord sur la base culturelle, mais aussi sur la base institutionnelle pour qu'on puisse avoir un cadre légal permettant aux femmes de s'épanouir. Et ceci commence déjà dès le bas âge. Merci. Merci beaucoup, Dr. Baldé. Madame Diallo, nous voulons vous entendre sur la question. Merci, Rachidatou. C'est vraiment intéressant parce que Dr. Baldé et Dr. Coulibaly ont presque tout dit. Mais bon, voilà. Je vais aussi rajouter pour moi un peu juste, voilà, comme au début, Racheli aussi un peu. Comme l'a si bien dit Dr. Baldé, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Moi, je vais essayer, parce qu'elle a touché tous les aspects, je vais seulement essayer de m'incliner un peu plus vers les handicapés parce que c'est une expérience que moi, personnellement, j'ai vécue avec mon équipe, raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui partir de cet exemple pour mieux illustrer ce passage. Voilà, je voulais parler des handicapés parce que je me rappelle en 2015, mon équipe et moi, on était partis à l'intérieur de mon pays, qui est la Guinée, pour notre projet qui était dénommé l'intersection pour tous. Voilà, on était partis pour sensibiliser, pour recenser des personnes handicapées, pour trouver des parrains afin de les inscrire à l'école, afin de les scolariser. Et c'est là qu'avec notre fort étonnement, on est tombé sur une famille qui était, je ne dirais pas aisée, mais en tout cas qui avait la possibilité de scolariser leur fille qui était handicapée, mais à notre fort étonnement, qui n'était pas à l'école. Donc, quand nous sommes partis pour demander à la famille pourquoi est-ce que leur enfant n'était pas à l'école, la réponse du papa était vraiment autre chose. Le monsieur nous dit tout simplement que parce que quand nous prenons la physionomie, c'est-à-dire l'architecture de l'école, que l'État guinéen ou les gens qui construisent ces écoles-là ne prennent pas en compte ici les handicapés. C'est-à-dire c'est une forme de discrimination parce que c'est soit les écoles sont construites en étage où il y a des escaliers qui font que les enfants handicapés là ne peuvent pas monter jusqu'au niveau de leur classe. Ou bien quand nous prenons par exemple la physionomie des toilettes, c'est soit il y a aussi des escaliers où en tout cas il y a une certaine hauteur où il faut passer pour avoir accès aux toilettes. Donc ces handicapés-là, vu qu'eux ils sont assis dans les fauteuils roulants, ils ne peuvent pas ici avoir accès à ces endroits. Donc c'est la raison pour laquelle ce monsieur-là, il était fatigué de se plaindre, il cherchait des solutions, il trouvait chaque fois la fille tombait et à chaque fois qu'elle tombait, elle avait toujours des soucis. Du coup, le papa a décidé de l'enlever à l'école parce que tout simplement l'architecture de l'école ne correspondait pas ici à l'état de santé de sa fille. Donc, vous voyez, cette histoire-là a vraiment retenu notre attention parce qu'on se disait, ah ouais, c'est une sorte de discrimination parce que la plupart des écoles, bon, généralement, c'est vrai qu'il y a des écoles qui ne sont pas comme ça, mais je parle de la généralité. En tout cas, en Guinée, c'est comme ça. Les écoles, en construisant les écoles, on ne tient compte que des personnes qui sont normales.
des individus normaux. On ne prend pas compte ici de ces handicapés. C'est comme si eux, on voulait dire en quelque sorte qu'eux, ils n'ont pas droit à l'éducation. Donc voilà, cet aspect-là peut vraiment, ce côté-là peut limiter ici l'accès à ces jeunes filles handicapées à l'école, ou bien par exemple la construction de ces écoles peut les décourager à fréquenter l'école ou à les pousser, s'ils sont là-bas, comme le cas de cette jeune fille, s'ils sont inscrits à abandonner l'école, les pousser à abandonner parce que tout simplement, ça ne correspond pas ici à leur santé. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu partir de cet exemple, comme je vous l'ai dit, ça m'avait vraiment touchée. Donc voilà, je continue avec toujours le même cas, avec la même situation, les personnes handicapées. Je vous dis, mon équipe et moi, on a eu à vivre des choses pas croyables dans mon pays. Donc c'est aussi le cas d'une autre jeune fille qui est aussi handicapée. Vous savez que la Guinée est dans une période transitoire avec le coup d'État. Donc, après la venue des putschistes au pouvoir, ils ont demandé à ce que tous les gens de la société civile se rencontrent pour pouvoir conjuguer le même verbe. Et c'était le cas d'une jeune dame qui était aussi malheureuse. Vous m'entendez? Bien sûr, madame Diallo. Vous m'entendez? Bien sûr que nous. Ah, ok, désolée. Voilà, merci. Donc voilà, pour être plus rapide, cette dame-là, on est tombé sur elle en train de se faire tabasser par les médecins, par les policiers qui disaient tout simplement ici qu'elle n'avait pas droit d'accéder à cette salle, qu'elle n'avait rien à dire au président. Donc, heureusement, notre venue a coïncidé à cela et nous sommes venus, on a aidé cette dame, on a attiré l'attention des médias sur cette dame et grâce à l'influence de ces médias, on a pu donner l'accès à cette dame handicapée. Et quand elle a eu accès à la salle, de tous ceux qui ont parlé, elle a été la seule qui a retenu l'attention du président, ce qui a fait d'ailleurs que le président lui avait offert ici un dîner spécial au palais présidentiel. Donc, c'est pour vous dire que la discrimination a des effets vraiment négatifs. Prenons par exemple l'histoire que je vous ai racontée. C'est triste au fait, cette fille, elle a du potentiel, même sa manière de s'exprimer, on avait su qu'elle avait du talent. Mais à cause de l'architecture, le fait que l'État ou certains individus ne prennent pas ici en compte de leur situation, ralentit ici leur développement, ralentit ici leur épanouissement. C'est la même chose pour cette dame. Si ce jour-là, on n'était pas là-bas pour l'aider à accéder à la salle, elle n'aurait pas pu aujourd'hui se soutenir ou soutenir ses amis qui sont comme elle. Donc, franchement, nous devons remédier à tout cela parce que la discrimination peut engendrer d'énormes conséquences qui peuvent se répercuter non seulement sur leur vie, mais aussi sur la société dont nous nous trouvons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diallo. Alors, j'aimerais savoir si Dr Baldé a des questions ou des commentaires par rapport à ce que Madame Diallo a dit et aussi Monsieur Koulibaly. Ok, merci beaucoup. Merci Kadiata pour cette intervention avec ces exemples bien illustrés. Mais c'est juste que je vais changer son nom de Diallo. Elle doit devenir Baldé après ce panel. Voilà. et ça, c'est déjà acquis. Donc, voilà. Donc, en ce qui concerne justement l'intersectionnalité, c'est vrai que le handicap est un facteur majeur parce que, effectivement, cet aspect n'est pas pris en compte au niveau gouvernemental, bien qu'il y ait quand même quelques politiques qui sont mises en place pour pouvoir, qui leur donnent un cadre un peu plus légal d'existence, mais cependant, ce n'est dans la mise en œuvre, souvent, ceci n'est pas tenu en compte. On ne tient pas compte de cela. De la même manière que le genre, d'ailleurs, de façon générale. Parce que, par exemple, la première fois que je discutais avec quelqu'un et je disais que non, la construction doit répondre aux normes du genre et sensible aux besoins des adolescents, la personne a ouvert comment est-ce qu'une construction peut, par exemple, être sensible au genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait vraiment rentrer dans tous les détails et lui expliquer. Et effectivement, vous voyez que ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte parce que je pense que c'est très important.
pour que l'école devrait être un espace sécurisé où tout le monde peut accéder de façon équitable à l'enseignement de qualité et sans tenir compte justement de la distinction du genre, de la race, de l'orientation sexuelle, mais aussi des handicaps, que ce soit les handicaps physiques et aussi les handicaps invisibles. Par exemple, il y a les enfants autistes, il y a d'autres enfants qui ont des handicaps mentaux qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais quand même qui ont quand même ce genre de problème. Donc, je pense que l'inclusion serait la meilleure manière de pouvoir approcher nos cibles et aussi nous sommes tous, comme on dit, nos voix comptent, nous avons tous et toutes une voix pour pouvoir justement défendre ces personnes vulnérables. Je vais passer la parole à M. Koulibaly parce qu'il me regarde là, OK? Merci beaucoup, Dr. Baldé. En fait, je suis tout à fait séduit par les analyses et les explications de ces deux grandes Amazones. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce point. Merci à vous et pour votre sagesse. Merci bien. OK, merci beaucoup à vous. Nous continuons. Madame Diallo, dites-nous, quelles sont les initiatives intersectionnelles menées par vos organisations pour promouvoir l'égalité des gens en Afrique? Madame Diallo. Oui, Rachidatou, pardon. J'avais une interruption. Tu disais, oui? Oui, je disais, quelles sont les initiatives intersectionnelles menées par vos organisations pour promouvoir l'égalité des gens en Afrique? OK, d'accord. Merci Rachidatou pour cette question. Bon, d'abord, vous devez savoir que nous avons commencé à militer depuis 2015. Donc, si je commence à vous déballer toutes les activités que nous avons menées de 2015 à nos jours, ça va vraiment être beaucoup et nous risquons de passer tout le temps ici. Mais néanmoins, je vais essayer ici de me focaliser sur deux projets, genre deux activités que nous avons réalisées. Et d'ailleurs, le deuxième continue encore, qui a vraiment impacté la société et nous espérons que, et qui a aussi inspiré d'autres organisations à faire comme nous. Alors, ces deux activités sont les suivantes. D'abord, la toute première activité, c'était la sensibilisation à l'égalité des genres. Nous avons ici réalisé des programmes éducatifs de campagnes médiatiques, d'ateliers et de conférences en vue d'éduquer le public sur les problèmes d'inégalité entre les genres et aussi de promouvoir des attitudes et des comportements égalitaires. Donc, à travers ces campagnes de sensibilisation que nous avons menées, d'ailleurs que nous continuons aussi toujours de mener, ça a vraiment impacté parce que nous sommes parvenus ici à faire une prise de conscience, à leur faire une prise de conscience collective et aussi à changer un peu la donne. Bon, c'est vrai que le combat reste encore à mener, c'est pas long, mais voilà. Il y a en tout cas eu quelques changements parce que les statistiques ont vraiment changé. Voilà, on espère que ça va continuer. Maintenant, le deuxième aspect, c'était sur l'autonomisation économique des femmes. Et pour cela, nous avons mis ici en place des programmes destinés à l'autonomisation économique des femmes en leur offrant des opportunités d'emploi, de formation professionnelle et l'accès aux ressources financières. Pour cela, nous avons mis ici en place un projet dénommé La Graine de l'Espoir. D'ailleurs, comme tu as été avec moi au Nigeria, j'en suis sûre que tu dois savoir de quoi est-ce que je parle, parce que c'est ce projet-là que nous avions vendu lors du sommet mondial de la jeune fille qui a eu lieu l'année dernière au Togo, au Nigeria, pardon. Voilà, donc la graine de l'Espoir, pour être très brève, est une activité ici qui met en valeur l'agriculture, le potentiel guinéen. Comme vous le savez, la Guinée est le berceau d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, par conséquent, la Guinée a une terre très, très fertile à l'agriculture. Elle donne abondamment.
Et vu que la majeure partie, malheureusement, de sa population est paysanne, pour ne pas dire analphabète, évolue dans l'agriculture. Donc, aussi, une fois, j'ai été en 2020 avec mon équipe à Sigiri, où nous avons rencontré plusieurs jeunes dames qui évoluaient dans les secteurs miniers, qui malheureusement étaient harcelées, violées, violentées, en tout cas, qui étaient discriminées juste pour quelques grammes d'or, et voilà, qui étaient obligées de s'adonner à toutes ces barbaries au fait de ces hommes. Donc, quand on a été les rencontrer, ils ont dit ici qu'ils souhaiteraient, elles nous ont fait part de leur inquiétude qui était l'agriculture, qu'elles souhaiteraient investir dans l'agriculture, mais malheureusement, elles n'ont pas d'outils, elles n'ont pas tout ce qu'il faut ici pour accroître leur rendement au fait, pour que leur récolte donne très bien et que la semence aussi donne. Donc, nous, on a monté ce projet allant dans ce sens qui vise ici à trouver des outils modernes, à trouver, par exemple, des engrais chimiques, en tout cas, à améliorer ici les conditions de vie de ces femmes qui évoluent dans le secteur agricole. Donc, on a mis tout ça en place, on est parti, on a défendu le projet et heureusement, le projet a été acheté. Et là où je vous parle, grâce à ce projet aujourd'hui, non seulement ces femmes vivent à partir de leurs récoltes parce que ça donne très bien. Elles font des récoltes, elles transforment d'autres produits en confiture comme les pâtes les confitures de mangue, les purées de piment, de pommes, etc. Elles transforment tous ces produits-là en des purées, dans des boîtes conservées et elles reviennent vendre ça dans les villes à Conakry, à Kindia, un peu partout. Donc, vous voyez, ce projet-là leur permet de gagner des gains, des sous, au fait. Et ces sous-là, en retour, leur permet ici de scolariser leurs enfants, leur permettent ici de lutter contre la famine parce qu'elles produisent, donc forcément, elles gagnent quelque chose et du coup, elles ont de quoi acheter à manger. Et aussi, non seulement ce projet-là lutte contre, permet à ces femmes d'être autonomes, leur permet de lutter contre la famine, leur permet de scolariser leurs enfants, c'est-à-dire de payer de meilleures conditions de vie pour leurs enfants, mais aussi ce projet lutte contre le réchauffement climatique. Donc, vous voyez combien de fois c'est grand, ce projet à lui seul englobe d'énormes atouts. Donc, depuis 2020, nous l'avons mis en place et ça a été concrétisé au cours du sommet mondial de la jeune fille. Et voilà, donc Dieu merci. Nous avons pour l'instant plus de 500 jeunes femmes qui vivent en Guinée et qui ont bénéficié de ce projet, qui continuent d'ailleurs de le bénéficier. Donc voilà, pour ne pas trop voler le temps avec eux et panélistes, je vais essayer de me limiter là. Eux, ils vont enchérir après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diallo. Monsieur Koulibaly, nous voulons vous entendre sur la question. Écoutez, pas toujours facile de parler avec des jeunes assez dynamiques et intelligents. Ça fait fierté pour nous. En tout cas, merci bien, Kadiatou, pour vraiment ces plein de succès qui honorent l'Afrique. Et je pense que je vais vous faire venir au Mali pour pouvoir partager votre expérience avec vos sœurs maliennes. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Et je voudrais abonder un peu dans la même dynamique en parlant d'une thématique ou de ce que nous on fait à l'Académie africaine du genre, parce que c'est une structure très spécialisée qui évolue sur 4 domaines d'intervention qui sont la recherche, l'assistance technique, la formation et la communication pour le changement social de comportement. Et donc, d'abord, avant de dire ce qu'on fait concrètement, je voudrais parler un peu des tâches que nous avons en termes de déploiement de tout ce que nous faisons. En tout cas, en lien avec l'intersectionnalité, en lien avec l'égalité des genres, nous avons adopté une approche qu'on appelle l'éducation transformative des genres. Et je pense que c'est une approche très chère à Dr Baldé, qui sourit très bien pour ça. Je pense qu'elle reviendra là-dessus. Alors, parce que c'est vraiment ce que nous recherchons en Afrique. Faire de notre Afrique le continent qui invente sa propre approche de genre. Je pense que l'éducation est la meilleure forme, le meilleur outil où nous pourrions utiliser l'approche transformative du genre.
Je dirais aussi que quand on dit souvent dans notre jargon africain que éduquer un garçon, c'est bien, mais éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Donc, je pense que cette approche transformative, cette éducation transformative du genre est pour nous une approche délibérée où nous pensons qu'il faut développer des programmes, des projets ou des politiques qui remettent de manière intentionnelle, n'est-ce pas, en cause toutes les questions d'inégalité de genre que nous pouvons trouver et les dynamiques de pouvoir que nous pouvons trouver pour le système éducatif lui-même, parce que c'est là qu'il faut apporter les modifications, et de l'autre côté, dans les communautés aussi. Et quand on parle des communautés, c'est aussi bien les communautés composées de femmes et de filles, mais aussi de femmes, de garçons et d'hommes. Et donc, ces deux dimensions en synchronisation vont de pair. Et donc, cette approche transformative de l'éducation, pour que les femmes puissent avoir plus d'accès à l'éducation et qu'elles soient vraiment à égal en matière de droits, en matière d'opportunités et en matière de responsabilité, cette approche est basée sur 7 principes. Et le premier principe, c'est vraiment la transformation des politiques et de l'engagement politique. Et je pense que ça, je l'ai dit dans mon intervention, le leadership, il est important. Il faudrait que nos dirigeants, par exemple, que ce soit président, premier ministre, ministre, collectivité, puissent avoir vraiment cette transformation mentale de leur politique, que ce soit nationale, régionale, locale, et qu'il y ait cet engagement fort-là pour que nous puissions vraiment accélérer l'éducation transformative du genre. Le deuxième principe, c'est la transformation de la pédagogie. Aujourd'hui, il faudrait revoir vraiment l'ensemble des pédagogies, comme Dr Badé l'a dit à un moment, il y a des outils, il y a des approches, il y a des manuels qui ont été développés pour que nous, on puisse contextualiser, n'est-ce pas, et qu'on puisse contextualiser cette approche du genre que nous avons. Et je dirais ce terme très cher à elle, encore la décolonisation du genre, et qui nous permettrait de partir de nos propres principes socio-anthropologiques et culturels, et qui nous permet donc de nous redéfinir par rapport à notre histoire, par rapport à notre culture, et que nous puissions avoir nos propres concepts, nos propres approches et pouvoir avancer. L'environnement scolaire est important. Tout à l'heure, je pense que Kadiata l'a dit, l'accès à l'éducation, les rampes pour les personnes vivant avec handicap, pour toutes les personnes qui ont toutes les formes d'handicap, que ce soit la surdité, que ce soit d'autres formes, n'est-ce pas, d'handicap. Toutes les formes d'handicap doivent être prises en compte et c'est ça aussi l'utilité de l'intersectionnalité. La quatrième, c'est la participation des enfants et des jeunes eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où on a des parlements des enfants, on a des parlements des jeunes. Leur voix compte. La voix des filles compte, les jeunes filles comptent, des jeunes garçons comptent. La voix des enfants compte. Il faut les écouter, ils ont leur perception, ils ont leur vie, ils ont leur espoir qu'il faut partager pour intégrer vraiment dans le système éducatif. Pour exemple, je dirais, est-ce qu'aujourd'hui, il faut éduquer les enfants purement pour être simplement maliens? Est-ce qu'il faut éduquer maintenant des enfants ou des jeunes garçons, des jeunes filles pour être des Africains panafricanistes? Ça, c'est la question qu'on se pose pour pouvoir révolutionner notre continent. La cinquième dimension, disons, c'est la transformation du leadership communautaire. Aujourd'hui, nous ne voulons pas du top-down. On voudrait du up, n'est-ce pas, du bas au sommet. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément que le leadership s'apparente à la connaissance des langues étrangères. Les meilleurs leaders sont des leaders communautaires, ce sont des leaders traditionnels. Ce sont des femmes, ce sont des hommes qui sont à la base, qui comprennent notre écosystème socio-culturel et anthropologique et qui peuvent valoriser nos savoirs locaux et nous permettre de pouvoir réorganiser notre dynamique de vivre ensemble et notre cohésion sociale et notre vivre en bonheur. La sixième dimension, c'est vraiment la transformation de l'engagement des parties prenantes. Je pense qu'on abordera cette question dans les questions prochaines. Et la septième dimension, c'est vraiment la génération de preuves. On ne peut pas développer des politiques et des stratégies publiques aujourd'hui tant que nous n'avons pas de données probantes, fiables et disponibles. Et je pense qu'en tant que chercheurs et notre académie, nous travaillons beaucoup essentiellement pour collecter des données qui nous permettent, dans le cadre de l'approche de l'intersectionnalité, de pouvoir faire des analyses assez poussées, pas simplistes entre hommes, femmes simplement, mais voir toutes les différenciations incluant, comme l'a dit, n'est-ce pas, le statut social, la race et vraiment l'appartenance, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, en termes d'Africains de l'intérieur comme de la diaspora, comme notre cher Dr Baldé. Donc, pour arriver à cela, il y a d'autres dimensions importantes. La dimension importante que nous faisons aujourd'hui, c'est sur les violences.
Et aujourd'hui, nous travaillons sur un observatoire des violences basées sur le genre en Afrique. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et toutes les formes de violence, que ce soit des violences émotionnelles jusqu'au déni de ressources et d'opportunités, et comment est-ce que nous pouvons faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Actuellement, nous coordonnons au niveau francophone un programme qu'on appelle Sheba, qui est le premier programme vraiment de facilitation d'accès à l'investissement pour les femmes entrepreneurs. Ça rejoint un peu ce qu'a dit ma sœur Kadiata en matière d'autonomisation économique des femmes. Je pense que cette dimension est fondamentale. Quand les femmes auront des richesses, des revenus, qu'elles seront autonomes économiquement, je pense que la décision va changer les camps. Et cela, c'est avec notre bonheur aussi, et ça va nous faire plaisir à nous, les hommes et les garçons, qui sont engagés dans cette dynamique. Et une autre dimension, troisième dimension que je vais aborder, nous avons fait de notre travail la question de la promotion des masculinités positives, de la transformation des masculinités en général, comme un axe fondamental de réussite. Je pense qu'au-delà de ce que nous pouvons faire en termes de mobilisation communautaire, de changement de nos pratiques organisationnelles, nous avons développé une application, aujourd'hui la seule en Afrique et dans le monde, qui fait, n'est-ce pas, la promotion des masculinités positives, qui fait de l'information sur les masculinités positives, qui fait la formation sur les masculinités positives et qui permet aux hommes de participer à la prévention et à la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre et en particulier les violences faites aux femmes. Je vais m'arrêter là et très heureux d'entendre le Dr Baldé sur ses expériences, je pense, assez diverses, nord-américaines, européennes et africaines. Merci. Et asiatique aussi. Ah oui, super. Merci beaucoup. Alors, Dr Baldé, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Ah, ça, tu as tout, en fait, tu es rentré dans ma tête, Kassoum, tu as pris toutes mes idées et puis tu as bien, et tu m'as cité même comme l'auteur de ça. Comment tu as la magie ou quoi? En fait, je pense que mes prédécesseurs ont beaucoup contribué vraiment à dire sur les points sur lesquels vraiment je voulais couvrir. Mais cependant, je pense qu'il y a quelques points qui méritent quand même sur lesquels je vais revenir. Par exemple, une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on parle de féminisme du genre, ce sont automatiquement, vous voyez, des réticences. Les gens ne sont pas réticents parce qu'ils sont contre l'émancipation des femmes ou quoi que ce soit, mais c'est parce que le sujet est mal interprété et il est mal traduit. Donc, du coup, lorsqu'on parle de l'émancipation des femmes, ce qui est tout à fait normal, je suis une femme et depuis plus de 10 ans, je fais ce travail. Maintenant, et qu'en même temps, on essaye de marginaliser une autre portion, donc du coup, c'est-à-dire que la lutte va continuer. Au lieu d'être ensemble sur le même bateau et de continuer le mouvement, là, on commence à faire la scission. Donc, c'est pour ça, je pense que d'abord qu'il faut conceptualiser les choses et de faire comprendre c'est quoi le genre et dans notre contexte africain. M. Coulibaly a parlé de quelque chose qui est très, très important et qui m'a vraiment retenu mon fait. C'est le fait que de la décolonisation. Pourquoi jusqu'à date, quand on parle du droit des femmes et qu'on parle d'autonomisation des femmes, nous avons toujours des personnes qui ne sont pas, c'est parce que l'information vraiment ne correspond pas souvent. Et le cadre, même si vous prenez le cadre juridique, nous avons hérité d'un cadre juridique très, 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 très hiérarchisé et très colonial. Donc, qui fait que souvent les gens n'ont pas une bonne compréhension de quoi il s'agit. Et par expérience, par exemple, nous avons mis un projet transformateur en genre dans 5 pays et à différentes géographies parce que c'était au Ghana, au Nigeria, au Sénégal pour l'Afrique, en Haïti pour l'Amérique et les Caraïbes et au Bangladesh. Et ce projet était financé par le gouvernement du Canada et nous avons utilisé les mêmes principes de la masculinité positive et croyez-moi, les hommes se sont montrés très coopératifs parce que nous avons pris le temps d'abord de définir c'était quoi le genre, avec tous les concepts qui vont avec, et on a pu d'abord faire l'école des maris, que tout le monde, qui est devenu vulgaire, maintenant vraiment divulgué, et ce qui est déjà très bon. Aussi, nous avons fait le club des pairs, les clubs des pairs où on a pu mettre les personnes clés
les parents, les responsabiliser avec un enseignement un peu plus spécifique et leur donner des raisons pourquoi ils devraient être sensibles, par exemple, à la scolarisation et à la santé de leurs filles, y compris les mariages précoces. Et je vous assure que ça a donné de très, très bons résultats. Autre chose que M. Koulibaly a dit et sur lequel j'aimerais aussi rebondir, c'est le cadre de gouvernance et de redevabilité. On ne peut pas parler de programme si nous n'avons pas un système d'information qui est pertinent à travers les recherches. Donc, il faut absolument avoir des évidences, donc générer des recherches. Et malheureusement pour nous, cet aspect est un aspect qui est toujours négligé. Deuxièmement, il faut aussi s'attarder à comment est-ce que la réponse institutionnelle par rapport à l'égalité se fait. C'est-à-dire qu'il y a chaque département ministériel maintenant, souvent dans nos pays, ont des politiques genre, mais à quel niveau, jusqu'à quel niveau ces politiques sont réellement reflétées dans le quotidien de ces hommes et de ces femmes. Parce que moi, je parle souvent d'égalité de genre. Donc, quand je dis homme-femme, et je dois dire fille et garçon, parce que c'est comme ça que normalement, ça devrait, en tout cas selon mon entendement, ça devrait se faire. Mais aussi, il faudrait s'assurer que nos conditions socio-anthropologiques sont en alignement avec justement ces politiques et ces stratégies qui sont mises en place. Parce que si vous prenez un document, par exemple, qui est fait ailleurs et qui n'est même pas proche de notre culture et qu'on veuille l'implémenter, quelle que soit l'adaptation contextuelle qui va se faire, sachez qu'il y aura toujours des difficultés. C'est pour ça que, par exemple, ici au Canada, lorsqu'ils sont en train de faire un design de programme, non seulement on fait appel à l'expertise locale dans les pays, mais nous qui sommes ressortissants de ces régions-là, par exemple, nous sommes les experts ici. Et c'est pas, s'il y a une raison bien précise pourquoi nous sommes dans ces programmes-là, c'est pour s'assurer que, par exemple, le gouvernement met en place des initiatives qui répondent à nos besoins. Et donc, nous sommes comme des défenseurs de l'avant-garde de la culture, mais aussi des préoccupations de nos populations au niveau local. Donc, je pense que ça, ce sont des aspects quand même qu'il fallait ajouter à ce qui a été dit. Et autre chose, il faut agir directement sur la cible, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir augmenter non seulement le niveau de connaissance, de compétences de ces filles, mais éduquer les filles sans rajouter les garçons. Je pense qu'on aura encore d'autres, après 10 ans, 15 ans, on aura encore d'autres problèmes. On fera face à d'autres problèmes parce que encore l'équilibre ne sera toujours pas atteint. Donc, je pense que je vais juste m'arrêter là et puis voilà, pour retourner la parole. Merci. Merci beaucoup, Dr. Baldé. Et je pense que nous avons eu vraiment beaucoup d'éléments de réponse. Et par rapport au temps qui nous est imparti, nous allons devoir ouvrir la liste des questions et pour que les participants puissent poser leurs questions. Chers participants, participantes, veuillez lever la main si vous voulez poser des questions. Vous pouvez aussi envoyer les questions directement dans le chat. Je pense qu'il y a déjà des questions dans le chat. Hein? Sinon, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas de questions. Oh, il demande de mettre nos... Que pensez-vous des soins non rémunérés en Afrique, surtout dans le régime patriarcal? Les soins non rémunérés en Afrique, déjà pour nous, le Canada, ça c'est déjà banni. Nous sommes en train actuellement, nous sommes en train de réviser ça. Ils appellent les paid care. Donc, tous les nouveaux projets qui sont en train d'être, comme nous sommes toujours les champions déjà, ça c'est déjà en train d'être corrigé.
Et voilà, bon, peut-être que Kassou pourrait mieux nous élaborer ça avec Adiata. OK. Alors, voilà, donc je dirais que, alors, on aborde la question comment on appelle, des soins non rémunérés. Je pense que peut-être l'auteur de la question veut parler des travaux domestiques non rémunérés, si je comprends bien sa question. Alors, donc je pense que cette question est abordée en termes de masculinité positive. Comment est-ce que nous pouvons compenser, n'est-ce pas, les soins de ménage ou les travaux domestiques accomplis par les femmes? Aujourd'hui, il est connu dans le monde aujourd'hui que les femmes aujourd'hui passent environ le double de temps de travaux domestiques, du temps de travail de la journée par rapport aux hommes. Et que quand on prend ce double de temps de travail de la journée par rapport aux hommes, on a environ peut-être moins de 3/4, disons, environ 3/4 de ce temps-là qui est non rémunéré. Alors qu'en même temps, on demande aux femmes d'accomplir d'autres activités liées à la vie, n'est-ce pas, de la famille et de la vie professionnelle. Alors donc ça, c'est une injustice, une inégalité forte parce que la femme n'a pas assez de temps, n'est-ce pas, pour se libérer pour les activités après ses activités de reproduction. Elle n'a pas assez de temps de ses activités de production. Elle n'a pas assez de temps pour ses activités de communautaire, soit donc de leadership politique ou social. Alors donc, il est donc dans notre approche, on va travailler sur les masculinités pour que les hommes puissent être aussi des acteurs et travailler pour compenser soit financièrement le travail que font les femmes lorsqu'elles font les travaux domestiques, mais aussi de participer même aux travaux domestiques, que ce soit pour l'éducation des enfants, et ça c'est fondamental, je pense que le thème porte sur ça. Deuxièmement, pour tout ce qui est la propriété et tout ça de la maison, et que pour tout ce qui est travaux aussi de cuisson, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certains stéréotypes qui remettent en question que dans certaines contrées de nos cultures, que les hommes ne doivent pas accéder à la cuisine, parce que peut-être que c'est mystiquement incompatible. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation, ces choses-là sont remises en question. Et aujourd'hui, il faut revoir comment est-ce que nous contribuons, nous, en tant qu'hommes engagés et garçons engagés, et comment nous puissions éduquer nos garçons pour qu'ils puissent être des acteurs compatibles, des acteurs qui innovent dans le travail, dans les travaux domestiques. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci. OK, merci beaucoup, Monsieur Coulibaly. Une autre question. Je voudrais bien que vous m'aidiez dans la proposition d'approche de solutions pour promouvoir l'égalité du droit des femmes dans des zones en voie de développement en matière d'éducation. OK. Je peux? Oui. OK. Je pense que dans un premier temps, ce qui est important pour nous, aujourd'hui, quand on fait un travail sur l'égalité des genres, c'est comme on a dit, il faudrait partir de nos ressources culturelles et de nos ressources culturelles et qui nous permettent donc d'approcher cette question de manière spécifique. Aujourd'hui, on n'est pas obligé, dans un premier temps, de faire absorber des concepts qui viennent dans des langues que les communautés en voie de développement, je dirais peut-être les communautés rurales, puissent comprendre. Il est important que nous puissions traduire nos différents concepts dans les langues locales dans lesquelles nous travaillons. Et ça, c'est extrêmement important. La deuxième dimension, je viens de le dire tout à l'heure, là, quand on prend en termes de statistiques, 3/4 des femmes dans le monde sont des adultes, ce sont des femmes qui ne savent pas lire. Parce que souvent, par exemple, dans l'alphabétisation, on a peut-être mis l'accent sur des langues internationales dont, dans leur référentiel culturel, elles n'ont pas la capacité d'apprendre ou elles n'ont pas eu la chance de pouvoir apprendre ces langues-là lorsqu'elles étaient à des âges d'enfance ou d'adolescence. Et cela nous interpelle que nous devions aussi, dans cette approche, développer l'alphabétisation, n'est-ce pas, fonctionnelle pour les femmes dans les zones en développement, les zones rurales, pour être tout simple. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est de faire en sorte que les femmes qui sont dans les zones
en développement sont la plupart du temps, je dis 70% dans la main-d'œuvre agricole. Et ces femmes-là doivent participer à l'activité économique. Et le grand défi à ce niveau là-bas pour l'égalité des genres, c'est l'accès aux facteurs de production. Et le premier facteur de production, c'est l'accès à la terre. Aujourd'hui, quand on prend le cas du Mali simplement, vous avez le taux de droit de propriété des terres agricoles sont de 4%, n'est-ce pas? Et le taux de droit d'usufruit sur les terres agricoles sont de 20%. Aujourd'hui, si nous voulons changer cette donne-là, il y a deux dimensions. Les États disent, par exemple, dans les codes ou dans les droits du foncier agricole, nous avons 15% alloués aux terres aménagées pour les femmes et les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Mais cela, c'est si l'État a les moyens de pouvoir aménager des terres. Donc, si vous avez 0% multiplié par 15%, ça donnera toujours 0. Donc, les États trouveront toujours se réfugier derrière, n'est-ce pas, cette incapacité financière-là à faire les investissements idoines. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'alternative, c'est d'aller dans les exploitations agricoles familiales et développer l'approche de masculinité au niveau agricole et qu'on puisse avoir vraiment à développer, n'est-ce pas, l'accès aux ressources et convaincre les hommes qu'ils soient des hommes engagés, qui comprennent la participation ou le rôle des femmes dans la production, la transformation et la commercialisation agricole et qui puissent permettre de pouvoir faire l'accès des femmes à la terre dans l'exploitation agricole familiale, qui est pour nous une approche plus inclusive, qui tient compte des réalités de la famille, qui tient compte de la culture et qui nous permet donc de pouvoir transformer, n'est-ce pas, les rapports économiques de la femme. Et la quatrième dimension, c'est vraiment la dimension politique. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir des femmes qui viennent du niveau urbain pour venir au niveau rural, pour venir avoir des postes de leadership, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, des conseillers communaux ou des députés. Il faudrait que nous arrivions à identifier des femmes qui ont des capacités de leadership dans leur communauté et à qui nous allons donner les outils, n'est-ce pas, de leadership, les renforcer, les soutenir pour qu'elles puissent participer à l'activité économique et qu'elles puissent avoir des postes de responsabilité et décider pour pouvoir changer les conditions de vie, les rapports, n'est-ce pas, inégalitaires des genres et les rapports de pouvoir auxquels elles font face dans les différentes communautés. Je pense que c'est les 4 dimensions pour moi que je trouve fondamentales pour nous permettre donc de renverser vraiment la tendance dans laquelle nous nous trouvons en Afrique en général. Merci. Merci beaucoup, Kassou. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Une question. Moi, je voulais juste rajouter tout, c'est-à-dire que le résumé, c'est quoi? C'est que si nous voulons vraiment avoir un monde égalitaire, il faudrait d'abord s'attaquer sur, en tout cas dans notre contexte culturel, bien entendu, sur la masculinité positive. C'est très, très important. Parce que même lorsque vous voyez dans les familles où il y a les filles qui ont bénéficié de cette masculinité positive à bas âge, ont un pouvoir de décision qui leur permet de les hisser à un niveau très élevé. Oui, Rachida, tu as levé la main. Magnifique, magnifique. Il faut des hommes engagés. Non, non, c'est une fausse manipulation. Merci. Il y a une question dans la page de discussion. Pourquoi il y a des systèmes culturels qui empêchent de prendre en compte l'équité liée au genre? Comment faut-il combattre les stéréotypes et préjugés au regard des pratiques culturelles? Monsieur Samy de l'ASBL COSUS AID de la RDC. Je pense qu'on a débattu de ça de long en large. Par exemple, les systèmes culturels, on a parlé déjà du patriarcat tout au début de l'émission. Ensuite, on a parlé de l'intersectionnalité, donc que ce soit l'âge, le sexe, l'orientation et tous les autres aspects donc, qui peuvent contribuer à l'oppression. Nous avons, je pense, aussi parlé de long en large de la violence basée sur le genre et de son impact sur les différents aspects de la vie de la jeune fille, mais aussi les stéréotypes qui, par exemple, qui sont définis par la société, disant que, par exemple, les filles ont un besoin, c'est-à-dire que les filles sont destinées à faire tel ou tel et les garçons sont destinés à tel ou tel. Et la solution ici doit se baser sur 3 aspects. Je reviens toujours sur ce schéma, ce framework-là qui est très important. Surtout
pour les personnes qui travaillent sur le terrain ou alors qui sont dans un processus de design de projet. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête la demande. C'est qu'au niveau de la demande, il faut non seulement renforcer les capacités de la jeune fille ou du jeune garçon en tant que tel, et aussi dans son environnement socio-anthropologique, y compris la cellule familiale jusqu'au niveau de la communauté, pour qu'elle puisse réclamer ses droits à tous les niveaux et qu'elle puisse en jouir. Le deuxième aspect, il faut toujours penser à l'offre des services, que ce soit au niveau de l'école, des structures sanitaires et partout, et que ces structures donc, étatiques qui sont chargées d'offrir ces services doivent être conçues de manière à ce qu'ils répondent à tous les aspects donc, en relation avec le genre. Donc, c'est pour qu'on puisse avoir un cadre de travail et avec du personnel compétent. Et le troisième aspect, c'est le cadre de redevabilité. Donc, tout ce qui est politique, plaidoyer, mais aussi un système d'information avec des données probantes pour pouvoir nous aider et qui peut contribuer positivement à mettre en place des programmes ou alors des procédures, ou alors prendre des décisions à temps opportun basées sur les données probantes qui peuvent aussi améliorer cet aspect-là. Merci. Merci. Je voudrais rapidement peut-être ajouter 2 points sur la question. La question était comment on peut combattre les systèmes culturels. Je pense que moi, je n'aime pas trop le mot combattre parce qu'il ne faut pas trop se battre, hein, parce qu'on va perdre nos énergies inutilement. Je pense que la question fondamentale, c'est comment est-ce que nous devons, n'est-ce pas, comprendre les systèmes culturels. Et ça, c'est fondamental. Et donc, quand on comprendra les systèmes culturels, on va développer cette approche qu'on appelle l'approche de la contre-argumentation culturelle. On a dans nos culturels des proverbes, n'est-ce pas, des dictons qui peuvent donc justifier ou contre-justifier certaines pratiques. Et je pense qu'avec ces modèles d'action, on peut arriver donc à changer les comportements, changer les mentalités et changer les comportements qui nous permettent donc de pouvoir être très actifs dans la dynamique que nous faisons en termes d'expertise. Et je pense que c'est le meilleur job que nous faisons aujourd'hui en Afrique pour que nous soyons heureux avec nous-mêmes. Si tout le monde était genré, moi je dis toujours aux gens, c'est que pour atteindre les objectifs du développement durable, on a juste besoin de l'objectif numéro 5. Et vous voyez, ça représente les 5 doigts de la main. Si voilà, ça c'est fini, tout le reste est déjà fait. Est déjà fait. Et donc la prochaine vague des objectifs de développement durable, il faut ramener l'objectif 5 à l'objectif 1. N'est-ce pas? L'objectif 5 ne devrait même pas être un objectif. L'objectif 5, c'est le framework, c'est le cadre de travail. C'est la mère des objectifs. Voilà. Super. Katia, tu veux parler? OK. Et je pense qu'on a toujours, il y a Marie, il y a Lamine aussi qui ont longtemps levé la main. Il y a Marie qui a levé la main. Yeah. OK, je vais alors être très rapide parce que je vois que voilà, beaucoup veulent prendre la parole. En fait, c'était juste pour parler aussi un peu de la promotion de la masculinité positive parce que voilà, je pense qu'à ce niveau, pour répondre à toutes ces questions, comme l'a si bien dit Dr Coulibaly, il faudrait vraiment s'accentuer sur la promotion de la masculinité positive parce que c'est très important. Et pour cela, pour pouvoir atteindre même cet objectif, il faudrait aller depuis la case de départ. En fait. Il faudrait commencer par le point de départ, dans les familles. Nous savons tous en Afrique que même au niveau de l'éducation, nous remarquons dans la famille que les privilèges que les petits garçons reçoivent lors de leur éducation sont très différentes des privilèges que reçoivent les filles au moment de leur éducation. Donc, vu que Dieu merci, il y a certaines filles ici, à Rachidatou, il y a Dr Baldé ici, qui sont des femmes exemplaires, je pense que nous qui sommes là, on doit aller vers nos communautés. C'est toujours ce que je dis. Nous qui avons eu la chance d'être instruites, nous qui avons aujourd'hui le privilège de dire quelque chose devant tout le monde, de se tourner, d'aller faire des sensibilisations vers nos familles, vers nos mamans, parce que nous sommes avec nous, on a l'impression que la communication peut vite passer avec les mamans. Donc, on doit leur faire comprendre que dès à bas âge, dès à l'éducation, les parents doivent arrêter de faire la différence. C'est-à-dire, on doit faire comprendre à la fille, si tu étudies, tu peux aussi être président, tu peux être ministre, tu peux être avocat, tout comme le fait le jeune garçon au fait.
Mais nous, ici, par exemple, si je prends un dîner, on éduque souvent les jeunes filles pour rester dans les foyers, pour être des femmes ménagères, pour comment est-ce qu'il faut prendre soin de son mari, comment est-ce qu'il faut avoir son enfant, comment est-ce qu'il faut éduquer l'enfant. Mais on ne nous montre jamais comment est-ce qu'il faut batailler pour être des ministres, comment est-ce qu'il faut batailler pour être des avocats, comment est-ce qu'il faut batailler pour réclamer ses droits, pour avoir... En fait, même nos mères ne nous inspirent pas ici, en tout cas, je parle d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais même nos mamans ici ne nous poussent pas à aller au bout, à avoir des ambitions, à avoir des objectifs à réaliser. Donc, je pense que dès à bas âge, dans les familles, il faudrait qu'on fasse des sensibilisations pour pouvoir changer un peu cette donne. Maintenant, si je pars ici de cette question que M. Fodi a posée concernant les financements des projets, il dit, si je comprends bien sa question, qu'ils ont des projets qu'ils souhaiteraient réaliser et tout, mais le problème, c'est le financement. En fait, c'est Mme Fodi, je pense. Mme Fodi, moi, je pense que pour réaliser un projet, on n'a pas forcément besoin d'un grand montant. Je le dis parce que j'ai une expérience dans ce domaine. Quand je venais à peine de créer mon organisation, j'avais des soucis pour avoir collecter des fonds. On disait, il y a beaucoup d'organisations, ça va vite passer. On ne nous donnait jamais des financements. Mais mon équipe et moi, nous avons pris notre courage à 2 mains. Nous sommes partis sur le terrain. Nous avons sensibilisé parce que notre bouche là, on n'a pas besoin de carburer. Donc, on a parlé de nos droits, on leur a rappelé, on a fait en fait un lavage de cerveau. Cela a fait que ce soit plan international ou les autres institutions de mon pays ont tous été attirés par mes activités. Eux, au départ, qui ne voulaient pas de moi, étaient obligés de venir vers moi. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin forcément d'un budget gigantesque pour réaliser vos projets. Dès que vous avez l'objectif, si vous savez ce que vous voulez faire, moi, je pense que commencez d'abord par les sensibilisations, parce que le réveil des consciences est la case de départ de toute chose. Donc, voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à d'autres personnes qui souhaiteraient parler ici. Merci beaucoup, Madame Diallo. Je voulais juste demander à Rachidatou, il y a Lamine Kamisoko, Marie Deneau et puis Hawa qui ont longtemps levé la main. Est-ce qu'on peut peut-être leur donner la parole? Merci. Merci beaucoup, docteur. La technique, vous pouvez ouvrir le micro pour... Allô? Oui, allez-y, docteur. Oui, allez-y. Allô, je peux parler? Oui, allez-y. Ok, merci. Moi, c'est Marie Denou du Mali. Donc, je remercie vraiment les panélistes. J'ai suivi vraiment les interventions avec beaucoup d'intérêt. Bien vrai que je me suis connectée un peu en retard. Vous me recevez, j'espère. Oui, on vous reçoit. Ok, j'ai vraiment... Ok, d'accord, merci. En plus, les aspects que vous avez énumérés, je suis parfaitement d'accord avec ça parce que je voulais que les panélistes touchent un peu la dimension religieuse. Je dis ça pourquoi? Parce que la dimension religieuse, on a vu que vraiment on ordonne la femme à la soumission totale. J'ai vu beaucoup d'exemples de ça. Nous avons vu des femmes engagées, des femmes quand même qui sont dévouées. Mais une fois devant la scène, on voit qu'elles sont vraiment obligées de se soumettre parce que la religion dit que la femme ne doit pas parler dehors. Donc, ce qui freine vraiment un peu au développement quand même des actions de ces femmes. Donc, l'aspect religieux, pour moi, c'est très important de mentionner ça parce que ça peut empêcher beaucoup vraiment à aller de l'avant. C'est comme le patriarcat, comme on l'a si bien dit. Donc, si on peut quand même sensibiliser dans ce sens pour que les femmes puissent être libérées de ces choses-là pour pouvoir s'engager. Voilà, je voulais que les panélistes vraiment nous donnent leur avis par rapport à cet aspect. C'est un aspect vraiment qui est beaucoup important pour moi, qui touche beaucoup de femmes, je peux dire à notre niveau. C'est ce que Oui, je voulais ajouter.
Je vais rapidement parler, mais je sais que Kassoum aura beaucoup de choses à dire parce que je sais qu'il est le président de Spotlight. Et aussi, je sais qu'il y a le consortium des religieux au niveau de l'Afrique francophone. Mais par exemple, tout ce qu'il y a à dire par rapport à la religion, que de même que le patriarcat, il faut avoir des alliés. Vous voyez, c'est vrai que souvent on dit qu'à la religion, il y a des principes qui ne sont pas toujours peut-être en faveur de ce que nous voulons faire ou peut-être qui nous contrarient. Mais lorsque vous arrivez à convaincre ces religieux, moi par exemple, j'ai spécifiquement travaillé sur un sujet très difficile qui était l'avortement sécurisé pour toute l'Afrique francophone. Et la stratégie que j'ai utilisée, c'est que j'ai trouvé des alliés, au point que des imams ont trouvé dans le Coran des hadiths, bien sûr, écoutez-moi, entendez bien, des hadiths qui sont en faveur de l'avortement sécurisé. Et ça, c'était en Guinée, au Sénégal, et tout le monde sait combien de fois la religion prime sur même l'État au Sénégal, par exemple. Et donc, il faut d'abord avoir une approche humaine, et il faut avoir de l'humilité, mais aussi il faut essayer de faire comprendre à la personne. Peut-être la personne ne résiste pas parce qu'elle veut résister, parce que peut-être qu'elle a l'ignorance qu'elle ne connaît pas. Alors, il faut d'abord éduquer la personne et aussi essayer de la mettre de ton côté. Et moi, c'est cette stratégie que je peux peut-être conseiller. Kassoum, tu as plus de background sur ça, je te lance la parole. Merci. Merci bien, docteur Baldé. Vous savez, je suis dans l'obscurité ici, donc, mais les idées éclairent toujours. Donc, je dirais que, effectivement, a dit docteur Baldé, ça c'est très important, il faut avoir des alliés. Que ce soit des alliés hommes, on l'a dit, mais vous savez que la plupart du temps, les leaders religieux, ce sont des hommes aussi. Donc, d'une pierre deux coups, on a des hommes engagés, des leaders religieux engagés et aussi des leaders traditionnels engagés. Quand on parle de religion, il faut savoir qu'on n'a pas qu'une seule religion. Hein? On a nos religions africaines, on a aussi des religions, disons, dites souvent venues d'ailleurs. On peut parler du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Moi, j'étais musulman tout court, peut-être musulman orthodoxe, ou peut-être, je ne sais pas, musulman catholique. Mais maintenant, je suis devenu musulman protestant parce que dans mes recherches, j'ai pu découvrir que comment vous voulez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu une épouse qui était entrepreneur, c'est-à-dire qu'il lui a donné son premier emploi, qui a fait de lui un mari, qui a fait de lui un père et qui a financé l'islam, peut dire dans sa religion que les femmes sont au second plan. Je pense qu'il y a aussi cette contre-argumentation des arguments venus des leaders religieux progressistes, comme l'a dit Dr Baldé, qui comprennent le vrai sens de la religion et qui fait que de nous, dans notre communauté des musulmans protestants, nous pensons qu'aujourd'hui, la femme est au cœur, n'est-ce pas, du système, n'est-ce pas, du bonheur, de la prospérité de l'humanité. Et ça, c'était une vérité indéniable. Et je pense qu'il y a des arguments bibliques, il y a des arguments de la Torah qui peuvent justifier ces faits. Quand on revient même à notre propre cosmogonie africaine, je suis Bambara, Mandingue Bambara, vous savez que la création du monde n'est pas pareille chez nous que la création du monde de l'autre côté. Et chez nous, on dit que le Dieu a créé le monde avec 4 jumelles d'abord de base, ça fait 8 filles. Après, il a créé 3 jumeaux de base hommes, ça fait 6 garçons. Et ensuite, il a créé 4 jumeaux mixtes. Donc, ce qui fait une première communauté de 22 personnes. Et les 22 personnes, il y a 12 femmes et 10 hommes. Déjà, dans notre cosmogonie africaine, la femme est majoritairement, numériquement, au-dessus de l'homme. Je vais vous donner un autre exemple. Dans notre culture africaine, quand on dit chez nous, Bambara Mandeng, Inisoma, l'homme va répondre Mba et la femme va répondre Nse. Ça veut dire quoi? Mba, c'est la contraction Membako. Je suis derrière ma mère. OK? La femme va dire Nse, c'est la contraction de Mbese. Ça veut dire je peux. J'assume ma propre responsabilité et je suis responsable de moi-même. Mon avenir et mon présent sont dans mes mains. Et c'est les hommes qui sont derrière les femmes. Donc, dans cette constance de notre cosmogonie originale Bambara, dotée de notre apport islamico-christiano, n'est-ce pas, judaïque, nous sommes capables de dire aujourd'hui que la femme
et au cœur. Ce sont les mauvais musulmans, les mauvais leaders religieux qui n'ont pas compris le langage saint de la primauté et de l'honneur et de leadership de la femme dans notre vie, qui pètent des discours extrémistes et qui constituent à reléguer la femme au second plan. Nous devons nous débarrasser de ces stéréotypes et de ces pensées négatives qui enferment donc nos femmes, nos sœurs, nos filles, n'est-ce pas, dans ces patriarcats exagérés, n'est-ce pas, alors que nous avons aujourd'hui une histoire africaine matriarcale qui nous permet donc de pouvoir avancer. Les Amazones du Bénin, on les a connus, les talons de Yenega, on l'a connu. On en connaît encore beaucoup d'histoires chez les milieux Peul qui peuvent nous accompagner aujourd'hui pour faire honneur à mes sœurs Baldé et Diallo. En tout cas, la religion n'est pas un frein à l'autonomisation des femmes, la religion n'est pas un frein à l'égalité des genres, et c'est vraiment le pur contraire. Nous sommes ensemble et les leaders religieux progressistes sont avec nous comme alliés et nous menons le combat tous les jours. Merci. Merci.